Bonjour à tous, si vous voulez bien vous asseoir, on va commencer ce débat, un débat qui va être peut-être compliqué à mener vu les intervenants prestigieux autour de cette simili table ronde. Mais en tous les cas, le thème est très important, réindustrialiser la France. On va voir que c'est un sujet compliqué. Nous avons autour de cette table ronde les plus grands industriels français. Est-ce qu'ils ont des solutions? Quelles sont leurs solutions? Et puis finalement, est-ce que leurs solutions sont peut-être les solutions d'hier et qu'il faut maintenant regarder les solutions de demain? Je vais commencer peut-être par Hélène Ray, que vous connaissez tous ici, bien sûr, qui est membre du Cercle des économistes, qui est professeure à la London Business School, qui est grande spécialiste de tout ce qui est macroéconomie internationale et qui, là, va se pencher sur savoir qu'est-ce qui manque à la France pour réindustrialiser son économie. À ses côtés, Stéphane Richard, donc président d'Orange, qui lui, évidemment, va nous parler de l'importance de la digitalisation de l'économie, de la France, de la 5G, du plan fibre, mais on essaiera aussi de parler un peu du climat de la confiance. À ses côtés, Laurent Berger, qui est donc secrétaire général de la CFDT, lui, il va nous expliquer il faut un dialogue social qui soit prometteur, qui soit constructif. Dans quel état est-il? Et puis surtout, c'est bien de transformer l'industrie, mais il faut encore que les salariés puissent suivre. À ses côtés, Catherine MacGregor, directrice générale d'Engie, qu'on accueille ici, je crois, pour la première fois aux rencontres d'Aix-en-Provence, qui est donc maintenant la patronne d'Engie aux côtés de Jean-Pierre Clamadieu. Donc là, évidemment, il y a l'industrie, mais on voit bien qu'il se passe beaucoup de choses chez Engie. Comment est-ce qu'elle gère ça pour préparer demain? Ross McInnes, donc on a deux Mac, effectivement. Ross McInnes, qui est le président du conseil d'administration de Safran, qui, lui, vous allez voir, il a une intervention qui va être un petit peu peut-être différente des autres. Il va nous expliquer qu'il faut un État jardinier et surtout pas un État stratège. Il va nous dire pourquoi. Et puis Jean-Bernard Lévy, le président d'EDF, qui lui, EDF aussi, industriel s'il en est, le nucléaire, aussi les énergies renouvelables, qui nous dira un peu comment il voit l'avenir de notre pays. Je laisse la parole à Hélène Ray. Chacun va parler 3-4 minutes, et puis après, on lancera un débat. Et puis si vous avez des questions, évidemment, vous pourrez les poser. Hélène Ray, c'est à vous. Merci beaucoup, Edwige. Bonjour à tous. Alors, on a vraiment beaucoup parlé de la nécessité de réindustrialiser la France ces derniers temps. Et c'est surtout parce que la crise de la Covid a révélé de manière très crue la faiblesse de l'industrie française. Alors qu'au début des années 2000, les exportations françaises et allemandes de produits pharmaceutiques et d'appareils médicaux, par exemple, étaient à peu près similaires. Ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Et nos cœurs de spécialisation reposent maintenant sur un nombre très limité de secteurs, comme par exemple l'aéronautique, le luxe ou le nucléaire. Et le solde du commerce extérieur français se détériore régulièrement. Donc notre question aujourd'hui pour le panel, c'est comment constituer de nouvelles filières industrielles performantes. Et la première réflexion que je vais avoir, et nous verrons si elle est consensuelle ou pas dans le panel, c'est qu'il ne sert à rien de courir après les industries qui se sont délocalisées pour profiter des coûts bas à l'international. Il ne sert à rien de produire du paracétamol, par exemple, en France. On peut diversifier nos fournisseurs pour assurer la continuité de nos approvisionnements en cas de crise, mais il serait contre-productif de tout produire en France, à supposer même que ce soit possible. Mais la deuxième réflexion qui découle de la première, c'est que donc le futur de l'industrie semble résider plus dans l'innovation et le développement de nouvelles technologies que dans la ressuscitation d'activités en déclin ou même peut-être que dans le rattrapage de technologies existantes que nous avons ratées, par exemple les semi-conducteurs. Donc la nécessité d'une industrie qui soit plus disruptive et plus audacieuse devrait même être accélérée par les grandes mutations que nous traversons. La hausse qui est très nécessaire du prix du carbone, peut-être même salutaire, la numérisation, l'intelligence artificielle et les nouvelles sources d'énergie, tout cela devrait nous pousser en ce moment à l'audace. Mais attention, certaines de ces innovations technologiques ont un cap bien défini par le bien commun, comme la nécessité de la décarbonation. D'autres, comme la numérisation ou la robotisation, peuvent être déclinées de façon très différente par les acteurs du secteur privé, et avec des effets redistributifs importants entre capital et travail, entre travailleurs qualifiés et travailleurs non qualifiés. Donc il faut essayer d'orienter les utilisations de ces nouvelles technologies vers le bien commun et penser aux effets redistributifs. Et en même temps, il faut bien se garder de vision très simpliste. Par exemple,
il est faux de penser que la robotisation conduise forcément à des pertes d'emplois. Il y a un article récent de Xavier Jaravel, prix du jeune économiste, et de Philippe Aguillon, par exemple, qui montre que dans le secteur manufacturier en France, une automatisation des tâches a conduit à une baisse des prix, une augmentation des ventes et de l'emploi, y compris pour les moins qualifiés. Donc, dans certains cas, les robots, ça peut créer des emplois en net et pas en détruire. Alors, à ce stade, je vais être très rapide, nous devons nous demander quelles sont les politiques publiques qui pourraient faciliter l'innovation et la structuration de filières industrielles. Première piste, très vite, l'éducation. Dans le monde, maintenant, les gens doivent changer d'emploi plus souvent et le capital humain est de plus en plus important. Or, les données de l'OCDE montrent que la France est très mal placée en termes de compétences de base, même sur la lecture, sur le calcul, pour les adultes. Que peut faire l'État, les universités, les écoles, le secteur privé pour changer cela? Deuxième question, pour améliorer le lien entre recherche fondamentale et industrie, est-ce que le modèle de la DARPA américaine est le bon? Est-ce qu'il est transposable? Deuxième piste, après éducation et recherche, la fiscalité. A-t-on besoin de remodeler notre structure fiscale, les impôts de production étant par exemple toujours élevés, ou d'améliorer notre production sociale pour protéger mieux les individus et moins les emplois du passé? Troisième et dernière piste, pour moi en tout cas, faut-il transformer profondément le dialogue et les rapports entre les syndicats de travailleurs et les chefs d'entreprise pour améliorer la confiance entre les concitoyens? Les Français sont toujours une anomalie du point de vue de la confiance dans le domaine international. Et il faut réaliser que l'adoption de nouvelles technologies va rendre ce problème de la confiance encore plus important. Donc, que faire? On pourrait aussi parler du manque d'intégration du marché européen dans les domaines clés comme les services et le digital. Mais je vais m'arrêter là parce que j'ai vraiment envie d'entendre l'analyse et les propositions du panel. Merci beaucoup Hélène Rey. Là, vous avez bien lancé le débat parce que déjà le paracétamol, le relocaliser en France, c'est une mauvaise idée. Tiens, il me semble que Bruno Le Maire s'est félicité pas plus tard que cette semaine du fait que justement on le relocalisait en France. L'anomalie de la confiance, à mon avis, j'ai entendu Laurent Berger susurrer aussi à l'oreille de Stéphane Richard. Je pense que ça va être un point important. Mais on va commencer notre petit tour de piste. Jean-Bernard Lévy. Bon, EDF, est-ce que c'est l'industrie du passé, l'industrie du futur? Je ne sais pas, est-ce que le projet Hercule est une manière de réindustrialiser la France ou pas? Ou au contraire? Allez-y, c'est à vous, vous avez 3-4 minutes. Oui, bonjour à tous, merci. D'abord, je voudrais dire que je me retrouve vraiment dans ce que Hélène Rey vient de dire, et puis peut-être quelques points d'application chez nous. Dire d'abord que l'énergie, c'est à la fois une industrie et puis un catalyseur pour de très très nombreuses industries. Nous sommes une industrie importante en tant que telle. Il est évident que, par exemple, lorsque l'on parle de nucléaire, et je remercie Hélène Rey d'avoir rappelé que c'est une industrie importante et fortement exportatrice pour la France, quand on parle d'énergie renouvelable, les différentes catégories d'énergie renouvelable, le contenu en emploi industriel français est extrêmement différent. Par exemple, aujourd'hui, dans les éoliennes en mer, le contenu en emploi industriel français est très important parce que des usines se sont localisées en France. Alors on disait la même chose du solaire il y a 10 ans, sauf qu'entre-temps, il s'est passé des tas de choses, des effets de volume et aussi une politique européenne très en faveur de la compétitivité des solutions et pas du tout en faveur de l'emploi industriel, qui ont fait qu'il n'y a plus d'industrie de cellules solaires aujourd'hui en Europe. Donc l'énergie en tant que telle, et puis l'énergie comme catalyseur de très nombreuses industries, puisqu'il y a de nombreuses industries pour lesquelles la facture énergétique est un élément important de leur coût de revient. De ce point de vue-là, la France est bien placée, bon, en grande partie grâce au nucléaire, à l'hydraulique, à ce qui a été construit depuis des décennies, mais aussi parce que nous avons un système électrique unique, national, qui permet de jouer à plein des péréquations, et il y a des effets de volume, il y a des effets de solidarité dans un réseau aussi bien maillé que le réseau électrique français, qui permet donc aux industriels français de bénéficier de prix de revient plus bas que dans les pays voisins. Ensuite, industrie d'aujourd'hui, industrie du futur, je crois qu'il n'y a aucun doute que la priorité qui est mise à la lutte contre le réchauffement climatique, dont on voit les effets au quotidien, même à Aix-en-Provence, la priorité qui est mise là-dessus va nous donner des perspectives tout à fait considérables. Il n'y a aucun doute là-dessus. Quels vont être les écosystèmes qui vont permettre à des acteurs français et européens de se développer là-dessus par rapport à d'autres? C'est à l'Europe, principalement, de donner le là. Et il y a une très forte attente dans
dans 9 ou 10 jours, je ne sais plus, c'est le 14 juillet, ça je sais que c'est la date, le 14 juillet va tomber un projet de mise en œuvre du Green New Deal européen avec un paquet de directives qui, une fois qu'elles auront été adoptées, d'ici peut-être 2 ans, vont donner une impulsion majeure au développement des industries autour de la décarbonation. Simultanément, on espère que sera mis en œuvre un système de mécanisme carbone aux frontières qui, là aussi, sera, on l'espère, un mécanisme majeur de décarbonation. Une dernière chose que peut-être je voulais dire par rapport à l'écosystème en quelques instants. Pour moi, il y a un point qui est très important, c'est le point de la formation, le point de la psychologie autour de l'industrie. Est-ce que la France aime les usines ? Est-ce que les responsables politiques aiment les usines ? Est-ce que les gens ont envie que leur enfant aille travailler dans une usine ? Est-ce que les professeurs incitent leurs élèves au collège, au lycée, à l'université, dans les grandes écoles, à aller dans les usines? Et de ce point de vue-là, je crois qu'on a encore beaucoup de progrès à faire. On ne sera peut-être jamais des Coréens, mais enfin aujourd'hui, par rapport aux pays autour de nous, on a beaucoup de progrès à faire. Et je donnerai un exemple. On se demande, dans une entreprise comme EDF, comment on va atteindre les objectifs qui vont être fixés par le Parlement de 40% de femmes à tous les niveaux de la hiérarchie. Parce que quand, dans une boîte d'ingénieurs, le système éducatif forme environ 23% de femmes, on est aujourd'hui à 29, donc c'est déjà pas mal, mais on se demande comment on va passer à 40, et je m'arrête là. Merci. Et je suis sûre que vous allez trouver une solution, Jean-Bernard Lévy. Juste si vous aviez une condition nécessaire pour vous, pour que la France se réindustrialise, ça serait quoi? Une proposition, ça serait quoi? Je pense que la première proposition à faire, c'est un petit peu aussi pour passer la parole à Laurent Berger tout à l'heure, ça serait de réexaminer l'ensemble du dispositif sur la fiscalité et sur les heures de travail. Nous avons une fiscalité qui nous assomme à certains endroits, on ne va pas rentrer là-dedans, c'était vrai d'ailleurs aussi dans les télécoms, comme quand j'y travaillais, des fiscalités spécifiques sur les actifs industriels, qui sont des freins à l'investissement, et puis nous avons un droit du travail, et notamment des heures de travail travaillées, que ce soit la semaine, le mois, l'année ou la carrière, qui sont insuffisantes par rapport à beaucoup de nos concurrents, c'est une évidence. Oui, puis il y a aussi la question des retraites, mais ça on y viendra tout à l'heure. Merci beaucoup. Juste, pardonnez-moi, il faut que vous mettiez vos masques, je me permets de le rappeler. Nous, on est en distance, enfin, on est un petit peu éloignés, peut-être pas suffisamment du reste, mais on m'a demandé de vous dire qu'il fallait mettre vos masques. Ross McGuinness, président du conseil d'administration de Safran. Safran, c'est l'aéronautique, bien sûr, c'est aussi la défense. Ce matin, dans une interview au Parisien, Bruno Le Maire dit que ce n'est pas forcément les industries de demain. Vous, qu'est-ce que vous demandez? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous souhaitez, Ross McGuinness? Alors je me permets de corriger votre introduction. Ma pensée était visiblement trop complexe. Pour moi, de mes oui. voeux, comme dirait l'autre, j'appelle de mes voeux un État jardinier et non pas un État pompier. Et c'est ainsi qu'il pourra redevenir stratège, pour être tout à fait complet. Alors, justement, pour éviter d'égrener de ce que nous voulons, beaucoup de dirigeants se présentent et font une liste de mesures guichet. Je pense que je vais essayer de résister à cette tentation, et en cela, je ne critique nullement ce qui a été fait durant la crise. Ce sont des mesures indispensables, sectoriellement extrêmement bien ciblées dans le contexte de la relance. Cela dit, ça ne fonde pas une politique long terme. Et donc, je résisterai à la tentation des mesures guichet, ne serait-ce que parce que derrière chaque guichet, il y a un fonctionnaire, ou plutôt 10. C'est générateur de complexité, d'effets d'aubaine et d'injustice. Deuxième point, l'éducation et finalement l'équilibre financier. Alors d'abord, l'éducation, la formation. Toutes nos entreprises ont du mal à recruter dans des métiers qui sont plutôt bien payés, des salariés compétents, et à maintenir la formation durant toute leur vie. C'est indispensable à l'heure de la digitalisation. Notre système scolaire est une machine à produire l'échec. 100 000 jeunes sortent du secteur secondaire sans maîtriser le calcul et l'écriture. Dans les classements internationaux, les jeunes Français viennent au 21e et au 22e rang sur 24 sur la compréhension écrite et la compréhension, la maîtrise de l'informatique. L'État, qui est le garant de notre système éducatif, a clairement failli. D'ailleurs, la dépense par étudiant dans le supérieur a baissé, alors qu'elle augmente partout. Donc, un effort indispensable,
financer. L'Institut Montaigne l'estime à une dizaine de milliards par an, tout en faisant des réformes structurelles, est indispensable. Deuxième point maintenant, les fonds propres. Nous avons constaté que les entreprises, notamment les plus modestes, manquent de fonds propres. Alors pour ceux d'entre nous qui ont fait un peu de comptabilité, je crois que la meilleure manière de reconstituer les fonds propres, c'est quand même à travers le compte d'exploitation. Et là, je rejoins ce que vient de nous dire Jean-Bernard Lévy. Nous avons eu l'ISF, l'impôt le plus bête du monde, mais il nous reste encore un impôt très bête, ce sont les impôts de production. Il y a un écart de 2 points de PIB entre nous et la moyenne européenne, ça fait 40 milliards. C'est un impôt qui pèse sur les entreprises, en particulier industrielles. Et donc, plutôt que d'avoir des mécanismes complexes pour recréer des fonds propres, des usines à gaz, pardon Catherine, des usines à hydrogène, c'est mieux, me dit Catherine, mais au lieu de réparer avec des rustines, reconstituons les fonds propres et baissons les impôts de production de 40 milliards. Nous avons fait une partie du chemin, mais c'est indispensable. Donc, éducation, une dizaine de milliards, 40 milliards pour permettre de reconstituer les fonds propres et pour rendre notre pays plus attractif à l'industrie, mais au reste. Alors, vous nous direz comment le financer. Eh bien, nous avons entendu dans plusieurs tables rondes que depuis des années, en fait, les jeunes triment pour les vieux. L'écart de salaire, de revenus entre des jeunes et des vieux, plus de 64 ans par rapport aux autres, il est supérieur à 15%. La part des transferts ascendants, comme on dit dans notre PIB, est de 20%. C'est socialement injuste. Il convient donc d'augmenter ou la durée de cotisation ou l'âge de départ en retraite de 2 à 3 ans. Ceci permettra de financer une grande partie des mesures que je viens de décrire. Donc c'est une mesure économiquement intelligente et elle est socialement juste. Et en fin de compte, notre système actuel repose sur 2 hypothèses, que les jeunes travailleront, trimeront et rembourseront, et dans un cadre européen, que l'Allemagne paiera. Je pense qu'on a déjà essayé cette formule, elle ne marche pas. Et donc je conclurai par 2 réflexions. Une citation de Valéry Giscard d'Estaing, qui nous a quittés récemment. « On ne soigne pas les plaies en les léchant avec des langues de bois ». La deuxième, et je n'ai pas honte de citer Margaret Thatcher, puisqu'on parle de notre système de retraite, le problème avec le socialisme, c'est qu'on finit par épuiser l'argent des autres. Merci. Juste, je vais un peu déroger à la règle un instant, Catherine MacGregor, avant de vous passer la parole. Laurent Berger, sur ce que vient de dire Ross McInnes, là, sur la question des retraites, évidemment, on vous attend, mais est-ce que vous pouvez laisser passer ce que vient de dire Ross McInnes ou pas? Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis un grand démocrate, hein, donc je laisse passer tout ce que les gens ont envie de dire, tant que ça reste correct, et que c'était correct. C'était correct sur le ton. Vous savez, moi, je vais juste vous dire un truc. Et je suis désolé, c'est peut-être le moment où, devant ce panel prestigieux de grands chefs d'entreprise, je vais balancer un peu de seau d'eau froide, mais depuis 2008, moi, je vais juste, depuis que je suis vraiment aux manettes, depuis 2008, on nous dit qu'il y a un droit du travail qui est trop contraignant. Et qui n'est pas agile. On a assoupli les procédures de licenciement, les procédures de plans sociaux. Hein, je ne vous parle pas de la rupture conventionnelle, la négociation des plans sociaux, le barème prud'homme. Et quand je dis on, peu importe qui l'a fait, qu'on soit d'accord ou pas. Et puis, il y avait une fiscalité, il y a la baisse des impôts de production, il y a eu la fin de l'ISF. Et donc, au bout d'un moment, moi je dis ok, peut-être qu'il y a encore des choses à faire de ce côté-là. On a augmenté la durée du travail tout au long de la vie, qui continue d'augmenter. Le départ en retraite, je vous rappelle que, j'ai croisé Marisol Touraine tout à l'heure, les trimestres continuent d'augmenter. On peut trouver que ce n'est pas assez vite, peu importe, ça aussi. Mais au bout d'un moment, ça ne peut pas toujours être la clé d'entrée. La clé d'entrée ne peut pas toujours être il faut donner plus de possibilités. Il y a une responsabilité de l'État, et on peut discuter de la façon dont ça peut se passer, d'un écosystème favorable, mais il y a ce que les entreprises doivent faire aussi. Ce que les entreprises doivent faire aussi, et notamment en termes de dialogue social, d'associer les représentants des salariés à la stratégie de l'entreprise, etc. Donc vous me demandiez une réaction, c'est celle-ci ma réaction. C'est au bout d'un moment, ok, mais si seulement ça, la réflexion stratégique sur la réindustrialisation de la France, ce que doit faire l'État, et l'État doit faire, et pas suffisamment ce qu'on doit faire dans les secteurs professionnels, dans les entreprises, dans les branches, etc., je crains qu'on soit un peu court à la fin.
Merci Laurent Berger. Catherine MacGregor, donc directrice générale d'Engie, vous avez pris votre poste il n'y a pas si longtemps que ça, mais en même temps, je sais bien que vous connaissez très bien l'industrie, puisque vous venez de l'industrie parapétrolière. Qu'est-ce que, pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour réindustrialiser la France? Bonjour à tous, très très heureuse d'être ici pour ce qui est pour moi effectivement, Edwige Chevrillon, vous le rappelez, mon premier ex, puisque j'ai rejoint donc Engie il y a seulement 6 mois. Donc Engie qui est vraiment au cœur de la transition énergétique, et en fait la question que vous posez, je vais y répondre en utilisant un petit peu la terminologie que Jean-Bernard Lévy a utilisée, qui est la transition énergétique et l'énergie comme catalyste de la réindustrialisation de la France. Et la raison pour laquelle je pense que c'est un thème qui est extrêmement important, c'est que l'industrie aujourd'hui, elle est poussée par ses clients, par ses collaborateurs, par des actionnaires, et par en fait l'ensemble de ces parties prenantes pour se décarboner. Donc en fait la capacité de la France à continuer, parce qu'elle le fait déjà aujourd'hui pas mal, mais il faut qu'elle continue à fournir une énergie qui soit abordable et très bas carbone à cette industrie pour pouvoir utiliser cette compétitivité qui est vraiment très spécifique à notre pays. Donc quand on parle d'énergie, il faut évidemment se placer sur le long terme. Les systèmes énergétiques se planifient. Il y a des investissements absolument colossaux, des réglementations à mettre en place. Et donc, les décisions, c'est vraiment maintenant. Donc, si je me place maintenant à l'horizon 2050, alors je sais que ça paraît loin 2050, mais encore une fois, à l'échelle des systèmes énergétiques, c'est pas si loin que ça. Et à l'horizon 2050, la plupart des réacteurs nucléaires, aujourd'hui en fonctionnement, auront atteint leur fin de vie. Donc, cette énergie décarbonée que nous trouvons aujourd'hui appréciable et que nous apprécions, elle sera délivrée comment? Alors, probablement avec du nouveau nucléaire. Jean-Bernard Lévy, je sais, y travaille. Il faudra bien sûr être très attentif au surcoût que ce nouveau nucléaire représentera. Mais même en prenant des hypothèses extrêmement ambitieuses de développement de nouveaux nucléaires, le compte n'y sera pas. Le gaz aura un rôle à jouer, bien sûr, car le gaz est une source de flexibilité, il faudra le verdir, biogaz, hydrogène, etc. Tout ça, on le sait. Mais il est incontournable d'admettre que les énergies renouvelables vont devoir jouer un rôle absolument majeur dans un mix décarboné à l'horizon 2050. Et aujourd'hui, la France est extrêmement en retard. Il faut absolument accélérer. Donc, comment accélérer? 2 thèmes, moi, qui me paraissent particulièrement critiques. Et vous savez, Engie nous avons des opérations dans beaucoup de pays, donc nous avons vraiment des freins qui sont très spécifiques en France. Et je voudrais juste en parler de 2. Donc 2 thèmes. Donc un, évidemment, qui est autour de la réglementation, les procédures qui régissent les nouveaux développements. Donc en particulier autour de la planification, tout ce qui peut donner plus grande visibilité en termes de volume, mais également de calendrier. Et puis, effectivement, accélérer les procédures en repensant en fait les différentes étapes qui aujourd'hui sont très en séquence au lieu de les paralléliser. Et là, il y a vraiment des exemples dans nos pays voisins qui permettent d'arriver à des développements beaucoup plus rapides. 2e thème, extrêmement important, je crois, c'est celui de l'acceptabilité citoyenne autour de ces projets d'énergie renouvelable. Et là-dessus, nous avons énormément de travail à faire. Alors, nous avons des responsabilités, bien sûr, énormes en tant qu'industriels. Nous devons être exemplaires dans le développement de ces projets, dans la réalisation de ces projets, en ayant un dialogue avec les parties prenantes très riche, très en amont, en écoute, en utilisant des systèmes de participation des citoyens, c'est vraiment très important, en faisant de la pédagogie, en utilisant évidemment des arguments très rationnels pour expliquer, informer. Mais il ne faut pas non plus ignorer les arguments qui sont, eux, un peu plus irrationnels. Et à ceux-là, à ces arguments un peu plus irrationnels, il faut aussi trouver des réponses, ce qui, pour des industriels, des esprits scientifiques comme nous, des ingénieurs, n'est pas forcément évident. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille et qu'on s'améliore. Ce n'est pas seulement le rôle du politique de faire ça, les industriels doivent y arriver. Voilà. Donc, je conclus tout simplement pour vous dire que les énergies renouvelables, je sais qu'aujourd'hui, il y a
énormément d'émotions autour de ça, mais il faut que nous arrivions à les faire accepter. C'est vraiment une condition absolument indispensable pour pouvoir réindustrialiser la France, parce qu'il nous faut une source d'énergie fiable, abordable et en quantité suffisante, à l'horizon très proche. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Catherine MacGregor. C'est sûr que je voyais tout à l'heure Xavier Bertrand qui était là. À mon avis, là, vous avez un combat à mener avec lui. On peut peut-être organiser, Jean-Hervé, un débat entre Catherine MacGregor et Xavier Bertrand sur la question des éoliennes. Ça peut être intéressant. Juste un petit point, Jean-Bernard Lévy, sur le nucléaire. Le fait que l'État mette si longtemps à prendre des décisions, comme l'a rappelé Catherine MacGregor, est-ce qu'il n'y a pas une perte de compétences des filières? Si, bien sûr. Merci. Bon, Stéphane Richard, alors on va y aller. Stéphane Richard, infrastructure, la 5G, la réticence des Français, déjà on a envie que la 4G marche, le plan fibre, mais en même temps on voit bien que c'est très important pour les industries de demain. La technologie, c'est peut-être ça qui va permettre à la France de se réindustrialiser. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous pouvez faire? D'abord, je crois qu'il faut partir d'un constat simple, c'est qu'il n'y a pas de réindustrialisation possible s'il n'y a pas de transformation digitale de l'industrie, des entreprises. D'ailleurs, les deux plus grandes puissances industrielles de la planète, l'Allemagne et la Chine, en montrent un exemple particulièrement éloquent. Ce sont aussi les deux pays qui sont les plus avancés dans le domaine de l'industrie 4.0, par exemple, ou dans l'introduction de la 5G dans les processus de production. Donc réindustrialisation, pour moi, en France, ne va pas sans transformation digitale accélérée des entreprises, toutes les entreprises, de toute taille. D'ailleurs, quand on demande aux entreprises aujourd'hui quelles leçons elles tirent de cette année et demie de crise sanitaire, la première chose qui arrive, c'est effectivement le besoin d'accélérer cette transformation digitale. Pour le faire, il faut avoir des infrastructures. C'est la clé de tout, bien évidemment. Et pour ça, ce sont les opérateurs comme Orange qui en sont responsables. Je voudrais rappeler ici que même si nous n'avons pas d'usine, nous non plus, on investit massivement dans nos infrastructures. Le secteur télécom en France en 2019, c'est 10 milliards d'euros d'investissement. Orange, à lui tout seul, si je prends la décennie au hasard 2010-2020, c'est presque 13 milliards d'euros investis dans la fibre optique. Donc on est des investisseurs absolument essentiels et critiques dans nos infrastructures. Nous pouvons tous nous réjouir du fait que la France, sur le très haut débit fixe, est un pays aujourd'hui leader en Europe, 25 millions de foyers raccordables, dont 16 grâce à Orange. Donc la France a fait ce choix, a mis le paquet, c'est le chantier du siècle un peu. Nous avons en 2020 déployé plus de fibres qu'en 2019, malgré la crise sanitaire, malgré les confinements. Donc c'est un effort considérable qui nécessite la mobilisation de toute une filière, 15 000 emplois directs liés à ça. Et donc ce chantier-là, pour moi, c'est la première priorité, c'est de le boucler. Et on est bien parti pour. Ensuite, il y a la 5G. La 5G, l'Europe est un peu en retard, mais on en a pris maintenant le virage, on a commencé à la déployer. Le vrai sujet de la 5G maintenant, c'est son adoption par l'industrie, effectivement. On a quelques belles expériences déjà. Pour ceux qui connaissent les usines, les premières usines 5G, complètement 5G, hein, en France, c'est assez spectaculaire. Usine où vous voyez des petits robots se balader de façon totalement autonome. Toutes les données de production sont regroupées sur le site dans ce qu'on appelle le Edge Cloud de façon totalement sécurisée. Ça commence. On n'est pas très en avance sur ce domaine, mais il y a évidemment beaucoup à faire. Pour terminer, 3 réflexions rapides. La première, les données, la protection des données, le contrôle des données. Pour moi, c'est un enjeu clé en Europe. Tout le monde sait qu'on a aujourd'hui une migration massive vers le cloud de toutes les entreprises et de toutes les données, que les grands acteurs du cloud sont essentiellement américains, un peu chinois, mais enfin en Europe en tout cas américains. Il y a un enjeu essentiel pour l'Europe qui est de retrouver la maîtrise de ces données. C'est dans cet esprit d'ailleurs que nous avons récemment lancé un projet qui s'appelle Bleu, qui est un cloud de confiance avec des data centers situés en Europe et surtout une protection claire par rapport aux législations extraterritoriales qui existent dans ce domaine, notamment américaines. Donc la question de la confiance et du contrôle des données économiques est centrale. Deuxième sujet, la cybersécurité. Plus le monde devient digital,
évidemment, plus le risque numéro 1 devient celui de des cyberattaques, il faut qu'on relève notre niveau, il faut qu'on investisse massivement aussi dans ce domaine. Nous, chez Orange, on a essayé de l'anticiper en constituant une unité qui est maintenant à une taille européenne, mais ce n'est pas suffisant. Et puis enfin, un dernier mot, moi je ne suis pas d'avis qu'aujourd'hui, dans notre secteur, on aurait beaucoup à dire sur le sujet, il faille justement arriver, je suis un peu d'accord avec Ross, avec une logique de guichet en disant voilà ce qui nous manque, voilà ce qu'on n'a pas. Et finalement, dans mon secteur, on a beaucoup été un peu dans cette complainte permanente vis-à-vis des États, vis-à-vis de l'Europe et tout. Donc je ne ferai pas ça, on a beaucoup à dire. Mais il y a juste un point que je veux souligner, c'est quand même la question du spectre, donc des fréquences mobiles, et de l'attitude des États par rapport à ça. Franchement, quand on regarde ce qui s'est passé depuis 20 ans, je ne comprends pas comment, en Europe, et l'Europe est un cas totalement unique au monde pour ça, on a pu ponctionner à ce point les opérateurs. Nous, Orange, on a payé 8 milliards d'euros pour disposer des fréquences qui permettent de faire de la téléphonie mobile. Ça, je pense que c'est une erreur stratégique, historique, parce qu'évidemment, on a affaibli le secteur. Ces 8 milliards d'euros, c'est autant qu'on n'a pas pu investir effectivement dans nos réseaux. Je pense que s'il y avait une question à se poser au niveau des pouvoirs publics, français et européens d'ailleurs, c'est leur attitude par rapport aux allocations de fréquences dans notre métier. Juste une précision, parce que quand vous dites que vous n'avez pas forcément besoin d'un État stratège, etc., quand vous avez un plan fibre, finalement, c'est quand même aussi assez bon pour vous, non? Ou pas? J'ai une question. Oui, c'est très bien. C'est un très bon choix qui a été fait. Ça a été exécuté, à la française. Le colbertisme, de temps en temps, ça a aussi prouvé son efficacité. Mais ça a été fait aussi avec les territoires. Parce qu'en fait, ce qui a été à l'origine de ce plan, c'est le cadre de régulation qui a permis de distinguer 3 grandes zones en France. Des zones dans lesquelles il y a des fonds publics et des fonds privés qui s'associent, des zones qui sont entièrement sous la responsabilité du privé. Donc c'est un colbertisme new look dans lequel effectivement c'est bien cette alliance entre une feuille de route tracée par le public, des fonds publics, mais aussi l'engagement des opérateurs privés. Et juste encore un petit point rapidement, réponse rapide, avant de passer la parole à Laurent Berger. Tout à l'heure, Hélène Rey rappelait, effectivement, les robots, ça ne détruit pas forcément de l'emploi. Vos nouvelles usines 5G, 6G, est-ce que ça ne détruit pas de l'emploi? La 5G, en général, on a essayé de mesurer, on a confié ça à une équipe d'économistes de premier plan, l'idée de l'impact que serait sur l'emploi. Les chiffres qui sont ressortis, c'est qu'on estime que la 5G, au total, a un potentiel de création de 430 000 emplois en France dans les 10 ans qui viennent. Net. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle parce que ça montre, ça vient illustrer ce qu'on pense un peu quand même les uns les autres, c'est-à-dire qu'il y a plus de création et de valeur et aussi d'ailleurs d'emplois. Alors ça ne sera pas les mêmes emplois, c'est des emplois différents, mais la technologie, et notamment nos technologies et les technologies du numérique, globalement, je pense, ont quand même un potentiel de création nette d'emplois qui est très important, et pas seulement dans le domaine des robots, mais je dirais de façon plus large dans l'économie et dans l'industrie. Oui. Ross McInnes n'a pas l'air d'accord, après c'est Laurent Berger. Tout à fait d'accord. Je rappellerai que les robots, les pays qui ont le plus robotisé sont ceux qui ont créé le plus d'emplois, notamment nos voisins allemands. Et il ne faut pas oublier non plus que les robots remplacent parfois des tâches qui sont pénibles et qui engendrent des TMS, des troubles musculo-squelettiques. Et donc, à double titre, je pense que c'est un mouvement qu'il convient de soutenir. Laurent Berger, Hélène Rey disait tout à l'heure, en France, il y a l'anomalie de la confiance. Est-ce que c'est peut-être ce qui manque, notamment les relations dans le dialogue social? Peut-être qu'il faut revoir les relations qui existent pour pouvoir retrouver une industrie qui fonctionne. Je ne sais pas, comment vous répondez à cette question en tant que leader de la CFDT, principal syndicat français? Oui, il y a besoin d'aller beaucoup plus loin, parce qu'on peut citer, si on prend notre voisin un des plus proches, la question de la stratégie industrielle, elle est aussi beaucoup plus discutée, beaucoup plus partagée dans le cadre du dialogue social que c'est le cas aujourd'hui. Mais moi, même si je suis un syndicaliste, je peux avoir 2-3 trucs à dire sur l'économie et la façon dont on peut réindustrialiser. Moi, je crois d'abord qu'il faut qu'on se dise que la situation européenne est plutôt favorable à ça aujourd'hui. Ça va mieux que ça ne l'a été. Il faut quand même qu'on se le dise, parce qu'on ne fera pas sans l'Europe, quoi qu'on puisse penser. Les écosystèmes industriels de Thierry Breton, le Green Deal, parce que ça ne se fera pas, la réindustrialisation, sans impliquer, et ça a été dit, sans intégrer la dimension de transition écologique. Le socle européen des droits sociaux, extrêmement important.
salaire minimum. Je crois que Nicolas Schmitt est aux rencontres d'Aix, fondamental. Donc tout ça, ça fait qu'on a au niveau européen, alors avec la petite difficulté, c'est que ça a été dit un peu par Jean-Bernard Lévy, c'est que c'est un peu lent tout ça. Enfin, ça met du temps parce que c'est l'Europe. Mais c'est fondamental quand même. On a quand même je crois, un bon socle au niveau européen aujourd'hui pour aller avoir une stratégie de réindustrialisation du continent et notamment, évidemment, de la France. Le deuxième élément, c'est la place de l'État. Moi, j'ai envie de dire, et ça a été un peu dit par Stéphane Richard, l'État, il doit être stratège. Moi, je continue de penser ça. Il doit planifier, il doit anticiper. Mais il doit considérer que la puissance publique, ça ne se résume pas à l'État. Le rôle des régions aujourd'hui, notamment en termes de compétences, quand on dit on ne trouve pas, et c'est vrai, forcément, les compétences nécessaires sur un certain nombre d'entreprises. Il ne faut pas qu'on se raconte d'histoire. On a essayé pas mal de choses au niveau national, dans les branches, etc. Il y a beaucoup de réponses qui trouveront des réponses territoriales. Et c'est faux de penser qu'on va tout faire d'un État centralisateur. Et ça, c'est une des erreurs qui est commise aujourd'hui, hein, je trouve. Et puis, dernier élément, c'est oui, dans les entreprises, il faut aller beaucoup plus loin sur la définition de la stratégie et de ce que ça implique en termes d'évolution des compétences. Vous savez, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur les robots. Mais dans le monde salarial, parce qu'il faut quand même tenir compte des salariés et de la façon dont ils ressentent les choses, c'est parfois pas vécu comme ça. Donc ça nécessite qu'il y ait des définitions, et partout la définition de la stratégie, du dialogue sur les conditions de travail, sur les conditions d'emploi, mais également sur la stratégie industrielle. Et partout où c'est fait, il y a des aléas, etc. Mais on est plus performant. Donc c'est ça qu'il faut, je crois, intégrer. Et encore une fois, les organisations syndicales, en tout cas la CFDT, elle n'est pas, et je suis d'accord avec Hélène Rey, sur l'idée de relocaliser des productions à faible valeur ajoutée. L'idée, c'est pas ça. Moi, je crois quand même que s'interroger, y compris pour une question démocratique et pas économique, de ce que sont les besoins essentiels dans un pays, ça peut-être faire se dire que peut-être sur des productions de faible valeur ajoutée, il faut quand même le faire. Enfin, moi, je préférerais toujours qu'on ait une agriculture en France plutôt que de dépendre uniquement en termes d'alimentation d'ailleurs. Mais par contre, c'est vrai que la question de la réindustrialisation, c'est une question d'innovation, de compétences, de soutien, de politiques publiques qui soutiennent ça. Et puis, on a un formidable levier qui nous contraint, mais ce qui est, à mon avis, le truc à suivre, qui est la question de la transition écologique qui nous oblige. Et ça nous oblige positivement. Et donc, c'est le moment, je crois, dans les entreprises de réinterroger les modèles productifs, de se redire comment on fonctionne. Et après, la question sociale, elle viendra. Mais c'est pas... elle viendra, je veux dire, elle est à traiter. Mais on a un effort à faire, je crois, dans notre pays, sur la place du dialogue social, y compris sur ces questions économiques. Il y a deux questions. Une question qui est un peu plus générale. Juste sur les tensions, parce qu'on parle beaucoup de la croissance économique qui pourrait atteindre 6%. Vous avez vu les chiffres assez faramineux de l'INSEE. Donc le gouvernement reste prudent en disant 5%, la Banque de France 5,75%. Bref, elle est là, la croissance, le retour de la croissance. Pour vous, Laurent Berger, est-ce qu'il y a un dynamisme? Est-ce que les premiers de cordée tirent les autres? Ou il y a quand même toujours ceux qui restent au fond et qui voient que cette croissance repart et ne les concerne pas? Est-ce que ça peut être un frein, un blocage? Oui, d'abord, il faut se réjouir que la croissance reparte, que beaucoup de secteurs qu'on pensait devoir être scotchés un peu durablement, finalement, repartent beaucoup plus vite. Enfin, il faudrait être totalement fou pour pas se réjouir de ça. La seule question, mais c'est l'éternelle question, c'est l'analyse macroéconomique est absolument pertinente, intéressante, nécessaire, mais il faut se regarder comment c'est vécu. Et là où on est dans des secteurs qui repartent difficilement, ou dans des secteurs qui ont été peu impactés par la crise sanitaire, mais où les salariés ont été en première ou en deuxième ligne, j'aime pas beaucoup ce terme, mais c'est une réalité, et le sentiment que ça repart un peu partout, que leur secteur continue de fonctionner, mais que le retour de reconnaissance, d'une certaine manière, n'a pas eu lieu, je pense que c'est dangereux socialement et démocratiquement, ouais. Et c'est injuste en plus. Catherine MacGregor, vous vouliez réagir et après j'ai des questions un peu plus générales pour tout le monde.
Oui, moi c'était simplement pour faire une analogie entre ce que Laurent Berger disait et le rôle de l'État et ce besoin en fait de planifier centralement à long terme qui doit être en fait équilibré avec une implication très active des parties prenantes locales. Et je trouve que ça s'applique vraiment très bien au débat de la transition énergétique quand vous reveniez à ce sujet-là d'acceptabilité des éoliennes. Sans un fort moteur localement, on n'y arrivera pas. Et pourtant, il faut qu'on ait cette vue long terme. Oui, et puis là, c'est l'action dans les territoires. Hélène Ray, vous voulez intervenir? Oui, je voulais juste rebondir sur la discussion qui est très très intéressante. Donc, je vois qu'il y a un consensus sur le fait que, par exemple, la robotisation, la 5G ont le potentiel de création nette d'emplois très importante. Alors, il faut aussi mettre un bémol sur le fait que les formations vont être une contrainte très forte sur ça, et en particulier donc dans la numérisation. C'est bien qu'il y a, par exemple, les femmes sont très très peu représentées dans les métiers du numérique, dans les écoles d'ingénieurs, etc. Il y aurait quand même un effort massif à faire de ce point de vue-là, et d'augmenter les volumes de façon générale, mais aussi donc la diversité. C'est mon premier point. Et deuxième point rapide, ces nouvelles technologies donc, qui maintenant se répandent dans l'industrie, et donc c'est très bien, etc., beaucoup sont créés hors d'Europe. Nous sommes des adopteurs. Et donc la question reste là, comment est-ce qu'on voit la création vraiment des technologies de rupture qu'on ne peut pas imaginer encore? Mais quel est l'écosystème qui peut produire ça en Europe? Quelles sont les institutions? Quels sont les gens qui financent à plus de 15 ans, à 20 ans? Comment ça peut se passer? Oui, c'est une question. Je ne sais pas qui a la réponse autour. Stéphane Richard, vous avez la réponse. Jean-Bernard Lévy sur la formation, ça c'est un point important. Stéphane Richard d'abord et après vous Jean-Bernard Lévy, pardon. D'abord, je ne crois pas qu'on puisse dire, enfin, dans nos métiers à nous, disons du numérique, que les technologies viennent toutes de pays qui ne sont pas européens. Si je prends l'exemple de la 5G, on a quand même aujourd'hui 2 grands équipementiers européens, Nokia et Ericsson, qui sont parfaitement compétitifs sur le plan technologique, sur la standardisation de la 5G, sur la fabrication industrielle des équipements de 5G, etc. Après, la particularité du monde numérique, disons, c'est qu'il y a un cœur de systèmes qui sont les infras, et puis après, il y a un foisonnement d'innovations possibles. Il y a plus d'1 million de développeurs, vous savez, qui ont mis des applications aujourd'hui dans tous les domaines sur les grands systèmes d'Apple ou de Google. Donc c'est vraiment ce foisonnement qui est un peu la marque aussi du moment où nous sommes. Et ce foisonnement, il existe aussi en Europe, heureusement d'ailleurs. Donc je pense que autour de, je dirais, la facilitation de l'accès pour ces jeunes innovateurs, les développeurs, les créateurs de start-up évidemment, tous les outils qui existent aujourd'hui pour les identifier, les repérer, les accompagner, leur donner les moyens. On a une vraie carte à jouer en Europe, parce que je crois qu'en Europe, on a quand même une identité par rapport à cette numérisation de la société qui est forte et qui est très originale par rapport à la Chine. Bon, je n'ai pas besoin de développer ça, mais aussi par rapport aux États-Unis. Et moi, je crois beaucoup dans cette voie européenne, cette identité européenne en matière d'innovation numérique. Jean-Bernard Lévy. Après, Ross McGuinness, j'ai une question pour vous. Non, je vais peut-être parler de formation, parce que vous m'y invitez en disant rapidement qu'il me semble que d'ores et déjà, il y a un mouvement de décentralisation des actions de formation qu'il faudrait le renforcer. Il paraît que le bac est en train de disparaître, je pense que c'est une très bonne nouvelle, et qu'il faudrait vraiment que l'État ne soit plus le prescripteur de la formation, tout domaine confondu, mais que ça soit entièrement confié dans les régions. Et nous, qui sommes très implantés dans les régions, on voit qu'il y a une effervescence très positive pour rapprocher les besoins de l'entreprise et la formation quand c'est les régions, voire les métropoles qui s'en occupent. La deuxième chose que je voudrais dire sur le rôle de l'État, on est quand même pas mal coincé quand on est l'État, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de choses dans les industries régulées dépendent entièrement de l'Europe, et l'Europe n'a pas viré sa cutie, même si on a un discours sympathique qu'il y a des politiques industrielles en Europe. On l'a vu sur le dossier dit Hercule. Clairement, c'est la direction de la concurrence
quelle que soit la sympathie qu'on peut avoir pour le collège des commissaires actuels. C'est la direction de la concurrence qui n'a pas viré sa cutie, qui continue à vouloir mettre en avant et à obtenir que soient mis en avant des questions de concurrence par rapport à des questions de planification stratégique. L'État, il a bien du mal par rapport à ça. Et ensuite, les solutions, elles sont obligatoirement dans le local, dans le décentralisé. Je pense qu'il faut que de ce point de vue-là, on le voit d'ailleurs un peu aujourd'hui, il y ait une certaine différenciation des politiques énergétiques par région, et que la politique énergétique uniforme décidée uniquement au niveau de l'État, il faudra probablement qu'elle ait vécu, parce qu'il y a la contrainte européenne, et ensuite il y a la différence de géographie qui fait que la France n'est pas uniforme dans les solutions vers la transition énergétique. Ross McInnes. Je reviendrai sur un des points que Laurent Berger a soulevé. Je reconnais parfaitement la responsabilité des entreprises en cas de documentation de la durée de cotisation et de prolongement de l'âge de la retraite. Parlez bien dans votre micro, pardon. Pardonnez-moi. Il est très important qu'à partir du moment où nous prolongerons l'âge de départ en retraite de 2-3 ans, 64-65 ans, que les entreprises changent de regard sur les salariés qui en ont 59. Que ceux qui en ont 59 aujourd'hui, on dit d'ores et déjà qu'ils sont presque partis. Je pense qu'à partir du moment où la partie du deal que nous devrons accepter, nous, entreprises, c'est d'accepter que si l'âge de départ à la retraite devient 64-65 ans, et bien dans ce cas-là, une carrière doit être planifiée bien au-delà de 59-60 ans par des mécanismes BISO. Et je conclurai pour ma part en disant tout à l'heure qu'on parlait d'État stratège, jardinier, régulateur. Je dirais simplement que je préfère le nôtre à Colbert. Juste une question, Ross McInnes, décidément. Non, la souveraineté, est-ce que la souveraineté... Peut-être en conclusion, est-ce que la souveraineté industrielle est quelque chose qui vous dit quelque chose qui est impératif ou pas? Dans certains domaines, incontestablement, mais l'État sera d'autant mieux équipé pour veiller à la souveraineté sur des sujets comme le nucléaire, l'aéronautique et la défense, qu'il cessera d'être pompier et de courir après chaque départ de feu. Donc ce n'est nullement incompatible. Un bon État jardinier régulateur sera un bon État stratège. Catherine MacGregor, la souveraineté industrielle, est-ce que ça veut... On a vu ce que vient de nous expliquer aussi Jean-Bernard Lévy, que vous, quelle est votre position par rapport à la souveraineté industrielle dans votre métier, dans vos métiers? Alors la souveraineté énergétique me paraît très importante. La souveraineté industrielle doit être équilibrée avec la compétitivité. Très important. C'est vraiment un compromis à trouver qui n'est pas toujours facile. Qui est difficile à trouver, vous êtes d'accord? Donc se concentrer sur des avantages compétitifs et ne pas essayer de tout faire. Peut-être Laurent Berger, puis après Stéphane Richard, Hélène Rey. Est-ce que ça veut dire quelque chose? On emploie beaucoup ce mot. C'est pour ça justement qu'il y a eu, notamment sur tout ce qui est les industries pharmaceutiques. Est-ce que c'est quelque chose qui est important à vos yeux ou pas? Oui, je ne sais pas si il faut s'attacher à un mot, mais que dans un certain nombre de secteurs, on considère que c'est quand même pas totalement anormal qu'on produise au niveau national, qu'on ait de l'autonomie de fonctionnement. Ça me paraît totalement... et je crois qu'on peut d'ailleurs... il y a beaucoup à trouver aussi en termes de réindustrialisation, aussi sur des circuits plus territoriaux. Donc je pense que c'est un point important. Je ne peux pas ne pas réagir sur la question, et je le connais un peu, donc je sais qu'il l'a fait pour ça, sur la question des retraites. Un salarié sur deux aujourd'hui, quand il liquide sa retraite, il n'est plus en emploi. Et pour deux raisons. Une raison pour les riches, entre guillemets, parce que les entreprises font des plans de départ avant l'âge légal de retraite. Alors peut-être que si on repoussait, il le ferait plus tard, mais ça révèle une forme un peu de cynisme, si je peux me permettre. Le deuxième point, c'est pour l'autre partie de ces salariés, c'est une forme d'invalidité. Vous savez, la question des retraites, ça n'a jamais été une question tabou pour la CFDT. Mais le seul truc, c'est qu'on ne traite pas exactement de la même manière des salariés, comme on peut y en avoir peut-être dans cette salle dont je suis et d'autres, et des salariés qui justement ont été exposés pendant toute cette période et qui sont des salariés du nettoyage, de la restauration, etc., de la distribution, et qui n'ont pas exactement les mêmes capacités à aller un peu plus loin dans la retraite. Donc
Voilà, et de toute façon, ce sujet-là, il faut le prendre de façon un peu globale. Ça ne peut pas se gérer en quelques mois, c'est une évidence. Avant la présidentielle, vous dites plutôt pour après, on a compris le message. Stéphane Richard, souveraineté, on ne va pas revenir sur le dossier Huawei, etc. Mais la souveraineté dans votre numérique, est-ce que ça veut dire encore quelque chose ou pas? Ah oui, ça veut dire beaucoup. Oui, je pense que c'est même un sujet presque plus important que tous les autres pour nous. Et la souveraineté, c'est les données. C'est les données, c'est ce que je disais tout à l'heure sur au fond, cette capacité à garder le contrôle de ces données, des données des entreprises, et pas seulement d'ailleurs des entreprises entre guillemets sensibles ou stratégiques, il y en a beaucoup déjà, mais de toutes les données qui sont produites, qui sont la richesse, la valeur de l'économie contemporaine. Et malheureusement aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un risque, enfin il n'y a pas un risque, il y a une réalité de déperdition massive de ces données vers les puissances technologiques que nous avons aujourd'hui dans le globe, dans la planète, essentiellement pour nous l'Amérique. Ça, c'est un premier problème. Et le deuxième problème, qui est un problème politique, c'est qu'il y a aujourd'hui des lois. Il y a une loi qui s'appelle le Cloud Act aux États-Unis, qui permet à tous les hébergeurs de données aux États-Unis, et vous voyez de qui je veux parler, et qui, du coup, évidemment, collectent des données considérables d'entreprises du monde entier, de se les faire réquisitionner sur demande du gouvernement américain. Donc oui, c'est un problème absolument essentiel. Il faut que l'Europe prenne ça à bras-le-corps. Elle le fait d'ailleurs, il faut le reconnaître avec Thierry Breton. Il faut aussi que toutes les entreprises européennes, non seulement les opérateurs, mais les grandes entreprises industrielles, réalisent ce sujet et y collaborent. Hélène Reyes, souveraineté, vous qui travaillez à London Business School, je ne sais pas si ça a un sens pour vous ou pas, ça sera le mot de conclusion. Oui, bien sûr, donc je suis très d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il faut bien réaliser que la géopolitique a quand même complètement changé ces dernières années, avec une Chine qui devient de plus en plus souverainiste et un pôle américain donc très très fort avec les grandes entreprises. Et donc, où est l'Europe dans tout ça? C'était un peu aussi le sens de ma question précédente, c'est-à-dire que non seulement il faut que l'Europe s'organise, mais il faut aussi penser au coup d'après. Il faut penser au coup suivant. Et là, je ne suis toujours pas complètement rassurée, je dois le dire. Ah bon, d'accord. Ok, on peut refaire la table ronde, mais je propose qu'après, d'abord, on aille au coup d'après, c'est-à-dire boire un coup et déjeuner. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir joué le jeu.